Au moment de cet enregistrement, j'ignore toujours si l'entrevue sera une occurrence isolée ou le début d'un modeste projet médiatique. Ça reste à voir. En tout cas, Alain Deneau, en acceptant ma proposition sans en connaître le destinataire, a fait preuve ici d'une grande générosité à laquelle j'ai tenté de répondre tout aussi généreusement en abordant son travail avec le sérieux que ce dernier commande. Notre échange sera ainsi structuré autour de 4 critiques portant sur le thème de l'inouï, l'extrême centre, les inégalités globales et enfin les biorégions. Je le mentionne parce qu'on a parfois l'impression d'en perdre le fil, quoique mon interlocuteur, ne manquant surtout pas de rigueur, finit toujours par nous retrouver le chemin. D'ailleurs, c'est mon amateurisme, qu'on remarque notamment dans mes reprises beaucoup trop hésitantes, qui est ici entièrement à blâmer. Car le métier de journaliste, ça s'apprend. Et ça, on le constate particulièrement bien au Québec, où bon nombre de ceux et celles qui en portent le titre l'ont depuis longtemps désappris. Le but de l'approche critique était alors d'éviter le plus possible ces questions qui ne servent qu'à réitérer des réponses dites ailleurs. Et en dépit de mon statut précairement improvisé d'intervieweur de salon, je crois que l'entretien a su produire le résultat escompté. J'ajouterai aussi que l'intérêt de la discussion est en partie dû à ces moments d'apparente bifurcation. Ils sont révélateurs d'une pensée qui, dans son infatigable mouvement, se dote habilement et avec assurance d'objets périphériques. Et c'est une qualité qu'on remarque dans l'écriture d'Alain Deneau, dont la forme est justement protéiforme. Il y a là un véritable style, donc une façon propre de réfléchir, et c'est bien ce que les productions universitaires ont si bêtement, elles aussi, désappris. Alors, sans plus tarder, je vous présente Alain Deneau. Bonjour Alain Deneau. Bonjour. Donc, merci premièrement d'avoir accepté l'invitation sur les antennes d'une chaîne dont le nom reste encore à déterminer. Je vous reçois dans le contexte aujourd'hui bon, un lancement quand même assez récent, Faire que, d'ailleurs que je recommande à quiconque nous écoute, hein, Faire que aux éditions Luxe, disponible dans une librairie près de chez vous. Qui a été publié, là, si je ne me trompe pas, au mois d'octobre. Donc, vous faites la tournée des médias, parfois indépendants, parfois des médias officiels, tant au Québec qu'en France. Alors, encore une fois, merci d'avoir réservé un moment de votre journée pour notre entretien aujourd'hui. Je vais parler un peu de la formule qu'on va suivre, parce que oui, effectivement, vous avez participé à d'autres discussions lesquels proposaient quelque chose comme un survol des termes que vous avez développés dans les dernières années. Dans les dernières années, on parle sur une période de 15-20 ans, parce que là, vous êtes l'auteur d'une œuvre considérable dont on parlera aujourd'hui de façon seulement superficielle. Mais n'empêche que notre entretien aujourd'hui est destiné à un public, on pourrait dire, d'initiés. Là, je me propose, je ne me mets pas de l'avant comme un expert ou un exégète de votre pensée, loin de là. Mais on va peut-être pas s'arrêter à chaque fois pour définir chaque concept. Ça a été fait ailleurs. Et d'ailleurs, dans la description de la vidéo, je vais inclure des liens vers ces autres entretiens, des discussions plutôt récentes. Alors, quiconque nous écoute, autrement dit, je vous recommande de s'être familiarisé avec le travail d'Alain Deneau, au moins minimalement. Donc, ça fait le tour. Alors, la formule qu'on voulait suivre aujourd'hui, ben, c'est la suivante, c'est-à-dire mon rôle sera un peu de proposer ou de formuler des objections. Le terme peut être un peu fort, là, c'est plutôt des commentaires ou parfois des questions avec une petite pointe critique Mhm. auxquelles vous allez bien sûr répondre et la conversation suivra son cours suivant cette structure, ce principe. Est-ce que ça vous Mhm. convient? Très bien. Merci Parfait. de la proposition. Merveilleux. Donc, je vais commencer par le premier point. Encore une fois, je ne vais pas suivre un ordre particulier. Je vais juste enchaîner les points, les remarques. Et j'aimerais en fait peut-être débuter par un concept qui marque un peu le coup d'envoi de Faire que, qui est d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est un livre que je recommande fortement, ne serait-ce que pour la plume, qui est assez, qui est une belle cohérence, en fait, qui marie ou conjugue plusieurs registres, hein, autant le registre journalistique que l'analyse philosophique, l'essai. Donc, vraiment, c'était très agréable à lire. Mais alors, pour revenir à Faire que, le terme, le concept d'inouï est présent dès le début. Ça fait même partie du sous-titre du livre, hein, qui s'appelle L'engagement politique à l'ère de l'inouï.
Et vous développez cette notion de façon très éloquente en l'identifiant à la crise climatique. Alors pour vous, l'Inouï, c'est en quelque sorte la crise climatique, en fait, c'est quelque chose qui dépasse complètement notre entendement, notre capacité même de le représenter, hein. Donc la crise climatique, telle qu'elle se développe et se dénoue de façon aussi dramatique aujourd'hui et d'une certaine manière sans précédent, non seulement dans l'histoire humaine, mais c'est-à-dire dans l'histoire presque géologique. C'est un peu comme ça que vous le présentez. Et on n'a aucune catégorie ou concept pour la cerner adéquatement. Alors, moi, je vous répondrai par la suivante. En fait, c'est une description tout à fait convaincante de ce que l'Inouï pourrait bel et bien constituer à notre époque, mais j'ai l'impression qu'on est aussi exposé ou on est confronté à d'autres menaces existentielles, d'autres phénomènes qui également pourraient relever de cette inouïe dont vous parlez. Alors, je veux dire, par exemple, si on parle de politique ou de géopolitique, pour être plus précis, on retourne aujourd'hui à une conception ou à une réalité géopolitique fondée sur la compétition entre grandes puissances et des grandes puissances nucléaires. Donc, autrement dit, la menace nucléaire est encore à nos portes, comme elle pouvait l'être pendant la guerre froide. L'intelligence artificielle aussi représente une évolution de la technique qui est absolument sans précédent et elle est, je dirais, effarante. C'est-à-dire, pour la première fois, on a des machines capables de se substituer à nos facultés qui nous sont les plus chères, c'est-à-dire notre capacité de créer, de produire la musique, d'écrire de la poésie, tout ça. Alors, est-ce que vous faites l'erreur peut-être de réduire en quelque sorte l'inouï à la crise climatique? Hmm. Ouais, disons qu'il y a 3 points là, qui me viennent en tête en vous écoutant. J'apprécie ce genre de questions là, qui nous sort des simples boniments. Euh, d'abord, je dirais rapidement sur un des 3 points que j'intègre déjà la question de l'intelligence artificielle dans mon propos, même si c'est pas d'entrée de jeu, mais à un moment donné, il se pose. Dans un des 3 chapitres, qui est le chapitre intermédiaire, là, faire que, où il est question, non pas, il ne s'agit pas de reprendre la question de Lénine, que faire, mais une autre question qui m'a été soufflée par un auteur dont j'oublie le nom maintenant, désolé, qui s'intitule Que défaire? Mhm, C'est-à-dire que défaire pour pouvoir faire. Et dans défaire, il y a aussi défaire l'adversaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement défaire ce qu'on a fait ou ce qu'on a été amené à faire, mais il y a aussi le fait de défaire pour défaire l'adversaire. Donc, sur le mode d'infliger une défaite, quoi, si vous voulez. Bon, mhm, c'était dans cet esprit-là. Et bon, il s'agit d'un essai qui est constitué de formes brèves, presque aphoristiques, pour une raison que je pourrais expliquer plus tard, là, si vous voulez parler de la forme et du style, là, mhm, pour ainsi dire. Mais effectivement, la question se pose en tant qu'elle est, au fond, un élément angoissant, bon, mhm, qui est un des thèmes là, centrales là, du livre, enfin, qui est le thème initial, quoi, le premier mhm, chapitre porte pour titre angoisse, quoi, l'angoisse. Bon, et ça, c'est un élément qui angoisse, étant donné que euh, l'addiction que je souhaite générer et susciter les appareils informatiques auxquels on est aujourd'hui abonné, mais même condamné, oui, vise explicitement, selon des ingénieurs informatiques, des concepteurs, à rendre anxieux ou angoissé. mhm, Parce que c'est comme ça qu'on crée de l'addiction, qu'on crée un retour, qu'on crée une dépendance. Et comme très souvent dans le domaine de la consommation, un objet de consommation qui ne tient pas sa promesse est paradoxalement un objet auquel on revient. mhm, Alors qu'on pourrait s'attendre que le consommateur rationnel se dise, ce machin-là, ça ne me satisfait pas, ça me plonge dans toutes sortes d'émois négatifs, il ne remplit pas sa promesse, donc je m'en défais puisqu'il est un mauvais parti. mhm, Mais au contraire, la ruse des spécialistes du marketing et de la consommation de masse consiste à faire en sorte que parce qu'on est frustré, on y retourne.
Mhm. Et donc, ça, c'est un des aspects qui participe de l'inouï. Aussi au plan de la production technique, au sens où pour garantir le renouvellement effréné de ces appareils, parce que non seulement il faut les utiliser, mais il faut les renouveler à vive allure, là, à une cadence inouïe, elle aussi, parce que on n'avait jamais vu ça, des appareils devant être renouvelés pratiquement 2 ans pour être toujours à la page, pour fonctionner convenablement selon des critères optimaux, ainsi de suite. Ben euh, la raréfaction des minerais, dont je traite d'entrée de jeu, est en cause pour expliquer que on se, on se prépare à un sevrage difficile parce qu'on rend dépendante une population d'objets qui ne pourront pas être renouvelés longtemps et qui ne pourront pas se répandre et se démultiplier au rythme auquel on assiste maintenant. Donc, ça, c'est un premier point. On pourra y revenir, si vous voulez, dans le détail. Et Mhm. évidemment, c'est un peu moins, c'est vrai que c'est pas le thème central, là, mais c'est un point, disons, que je revendiquerai en tant qu'il est au moins effleuré. Mhm. Euh, je dirais par ailleurs que n'est pas que le terme inouï n'est pas inouï. C'est-à-dire qu'il n'est pas inouï que quelque chose soit inouï. La Première Guerre mondiale a pu être inouïe pour les poilus. Mais aujourd'hui, si on vit quelque chose de l'ordre de cette guerre-là, par exemple la Guerre mondiale, elle n'était pas inouïe. Elle faisait penser à la première. Bon. Et effectivement, ce qui m'intéresse dans l'inouï, juste pour le rappeler rapidement, c'est le fait que ce qui est inouï n'a pas été oui, n'a pas été dit, c'est inédit, c'est peut-être même indicible et c'est même peut-être impensable dans la mesure où quand on pense à. Lorsqu'on raisonne, on compare, hein. Je m'inscris en faux, comme vous savez, face à l'adage voulant que comparaison ne soit pas raison. Au contraire, raisonner, c'est comparer, puis c'est toujours dire se situer par rapport à un précédent, évidemment s'en distinguer. Si on va plus loin que le bout de son nez, on pense des distinctions, on pense des singularités, on pense des, des, euh, bon, des spécificités, mais néanmoins, c'est en prenant appui sur quelque chose qui précède qu'on arrive à raisonner. Bon, ben, c'était tout à fait nouveau. Si je puis, si je ne m'abuse, là, de penser en 1914, 1915, 1916, à Verdun, surtout, que je dis, cette pluie de bombes, et cette espèce de masse d'hommes qui se neutralisaient violemment, ben, elle vivait quelque chose de tout à fait inouï, quoi. Bon, et on savait pas le penser, donc ça pouvait avoir un caractère tout à fait angoissant. Même chose pour la menace nucléaire dans les années 60-70, là, qui faisait bon, l'objet de beaucoup de soucis. Mais il y a quelque chose, par contre, là, qui est inouï en particulier, de manière particulièrement aiguë dans notre cas, c'est que ce dont nous parlons échappe à la volonté humaine. Et ça m'apparaît, disons, le plus singulier du singulier, quoi. C'est-à-dire que c'est la chose qui me semble conférer au terme inouï une gravité vraiment singulière, là, cette fois-ci. Dans le sens où ce n'est pas simplement une première. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est sans précédent. C'est quelque chose qui est inouï au sens où on peine à le penser. On peine à penser une situation dans laquelle euh, la volonté humaine compte pour peu. Et c'est tellement vrai qu'on continue de parler des bouleversements climatiques, mais aussi de la perte de biodiversité, j'insiste, et des phénomènes larges comme celui de la pollution, hein, et des risques portés à la santé publique. Là. Je veux dire, c'est quand même, on excède vraiment à la question stricte du climat. Et je veux dire, je me désole que des idéologues parviennent si bien à restreindre la conscience écologique à la seule question du climat qui est importante, mais qui n'est malheureusement qu'une parmi d'autres. On continue donc de se présenter, nous, sujets humains orgueilleux, surtout les Occidentaux, comme étant encore capables de d'agir, de régler le problème, de réorienter le sens du monde, ainsi de suite. Alors que selon toute vraisemblance,
nous avons été capables, nous, un sujet à critique, là, je veux dire, les puissances industrielles, les puissances du capital, les puissances extractivistes, les puissances du commerce, en particulier, je veux dire, comme étant les fers de lance hein, d'une capitalisation de la culture humaine, ont été capables de détraquer le système Terre. Mais c'est pas parce qu'on a été capable de le détraquer qu'on est capable de le réaligner. Et aujourd'hui, le processus de déstabilisation d'une sorte d'économie de la nature, hein, bon, est autonome. Est autonome, c'est-à-dire, et c'est le GIEC qui le dit là aujourd'hui, et le GIEC qui est tellement fait prudent, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, ben, va nous dire, ben, il n'est plus minuit moins 5, il est passé minuit. Il est passé minuit. Là, il va falloir commencer à juste s'organiser sous la forme d'une gestion de crise. Mm. De gestion de crise au pluriel, qui vont par rapport à des phénomènes face auxquels on ne répond de rien nous, scientifiques. Bon. Et là, on peut entrer aussi dans la fameuse théorie des 9 seuils, là, 7 des 9 seuils critiques ayant été atteints déjà en ce qui concerne l'émission de gaz carbonique, l'accès à l'eau, la déforestation, l'urbanisation, la production de déchets chimiques, de plastique, le taux d'azote dans les terres agraires. Il y a une série comme ça de critères, enfin oui, de critères qui ont été établis pour penser font le fonctionnement de ce système Terre. Et puis, 7 des 9 ont été franchis de telle sorte qu'on ne répond de rien. Donc, on est rendu à un stade où, au fond, c'est irréversible. Bon, puis le pergélisol n'a pas commencé encore à se fissurer suffisamment pour que se libère du méthane, qui est un gaz à effet de serre naturellement contenu, qui est plus redoutable encore que le CO2. Et le CO2 qu'on envoie par tonnes dans l'atmosphère, euh, ne produit ses effets que 10 ans plus tard. Donc aujourd'hui, par exemple, nous vivons les répercussions des gaz à effet de serre que nous avons émis dans l'atmosphère en 2014, bon, jusqu'en 2014. Donc vous voyez, donc ce qui est inouï à mon sens, c'est ce que Hannah Arendt appelle enfin, la politique par la force des choses. Donc, c'est plus la politique comme étant le fait d'une volonté souveraine, de rituels administratifs, d'actes de violence. Bon, alors que au moment de la Première Guerre mondiale, il y avait quand même des Jean Jaurès ou des Aristide Briand qui espéraient obtenir la paix. Parce que c'était envisageable qu'on prenne la décision de favoriser la paix. Même chose pour la guerre nucléaire. Il est quand même toujours possible que quelqu'un se restreigne et s'abstienne de peser sur le bouton rouge, quoi. Il y a quand même quelque part bon, un espoir en ce qui concerne bon, des faits, des actes de volonté, même quand on est confronté à des grands pervers et des grands fous. Bon, mais là, c'est autre chose. On est face à une déstabilisation du réel historique et des conditions de possibilité enfin, de l'organisation politique. Et j'aurais envie de dire, pour le formuler autrement, que ce qui est en crise, au fond, puis le mot crise devient faible, ce qui est en péril, c'est la fiabilité d'une expression qui a longtemps été un passe-partout, notamment dans les prétendues sciences économiques, là, qui pour moi relèvent des sciences de l'intendance, qui est l'adage toute chose étant égale par ailleurs. C'était très pratique. Donc là, vous avez des La problèmes. formule des économistes par excellence. Oui, Donc, c'est oui. ça. C'est ça. Ouais. Et puis qui aussi est, je dirais, sous-jacente à beaucoup de raisonnements. Mhm. Même dans les politiques publiques, en matière sociale, on se dit, ben, toute chose étant égale par ailleurs, si on modifie telle variable, ben, ça ira mieux. Toute chose étant égale. C'est toujours sous-entendu des Ouais. Parfois, on décisions. parle d'externalités, alors que les externalités, ben, c'est-à-dire le monde naturel Oui, duquel toute activité sociale et politique est même possible. Donc, mais on va, en tous les cas, l'expression toute ouais. chose étant égale par ailleurs, et bon, à mon sens, a toujours été abusive, mais ça a été une Ouais. façon commode de modéliser enfin, des décisions pour essayer de voir quel était l'avantage comparatif hein, d'une mesure par rapport à une Ouais. autre ou par rapport au fait de ne pas l'adopter. Bon. Mais aujourd'hui, êtes-vous capable de vous dire rien n'est égal par ailleurs? Le niveau des eaux,
la délimitation des terres, la qualité des sols, la qualité de l'air, la viabilité d'une forêt. Hein, je veux dire, rien n'est égal par ailleurs. Mhm. Le, 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 le rapport au glacier pour, même pas nos ancêtres, mais pour nos grands-parents. Une rivière était la stabilité même. On allait y boire, on allait s'y baigner, on allait pêcher. Elle était là. Elle avait son lit, elle avait son débit, elle avait ses cycles. C'était ça l'éternité. Toute chose étant égale par ailleurs, ça voulait dire, ben, si on modifie telle ou telle variable en faisant fond sur ce qui est stable, ben, on verra telle ou telle différence. Mais comment voulez-vous mesurer des différences dans des décisions que vous prenez quand tout bouge? Comment voulez-vous mesurer le mouvement dans un monde où tout bouge, tout change? Et c'est ça qui est inouï. Et c'est là où ça devient impensable. Bon. Et ça, c'était mon deuxième point. Puis mon troisième point, rapidement, c'est simplement pour dire que ce qui est inouï aussi relève de la façon dont les choses nous sont dites. Et ça, c'est un problème aussi. Euh, c'est dans la formulation convenue du problème écologique, du problème climatique et de l'enjeu de la biodiversité qu'il y a de l'inouï. On nous dit, c'est comme ça que les choses sont formulées par des instances à la fois scientifique et politique. Là, je le dis toujours en Mhm. agglutinant les expressions à l'allemande, là, comme si ça tenait dans un pain, là, parce qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel à cette agglutination-là, du scientifique et politique, là, le fait que ça soit tout comprimé ensemble. C'est une nuisance mutuelle à la science et à la politique de se comprimer ensemble et de télescoper ces deux termes. Mhm. Euh, c'est qu'on vient à nous parler des enjeux sur une échelle de millions d'années. On dit, ben, depuis des millions d'années, jamais n'a-t-on assisté à une telle disparition des espèces. Mhm. Non, Jamais n'a-t-on assisté à une telle disparition des espèces à ce rythme-là, mhm. depuis des millions d'années, en disant que c'est le fait de sujets humains, de l'activité humaine. On n'est même pas capable sociologiquement d'être un peu précis. On est myope à tous égards. On se fait dire que depuis 10 000 ans, jamais le climat n'a autant varié, jamais n'a-t-il autant varié aussi rapidement depuis des millions d'années. Bon, et donc là, on est face à quelque chose ben, de forcément impensable. Comment vous pensez quelque chose qui est sans précédent depuis des millions d'années? Bon, et donc ça nous est raconté comme ça. Je pense que ça nous est raconté comme ça parce que s'il fallait raconter les choses d'une manière adéquate, juste, pertinente, eh bien, celle-là ne satisferait plus l'instance en tant qu'elle est scientifique et politique. Et que la politique bride la science pour qu'elle n'en dise point trop, et qu'en même temps, la science ventriloque la politique pour qu'elle parle un discours, au fond, euh, qui est celui de la modélisation. Bon. Donc, vous vous retrouvez avec un charabia politique qui ne parle pas aux gens et des constructions scientifiques qui sont sociologiquement, anthropologiquement et philosophiquement myopes. Ouais. Et, et donc, vous perdez sur tous les plans. Et donc, c'est ce qui confère à la situation un caractère inouï. C'est que l'inouï est, étant ici aussi synonyme d'une incapacité culturelle et politique, conceptuelle et esthétique que nous avons de nous donner enfin, des objets de pensée. Bon. Et puis quand je dis objet de pensée, je pense pas à la table, là, je pense pas à un objet physique. Il faut vraiment que je fasse la distinction parce que ça m'est toujours souvent reproché comme si je cherchais un Graal ou je ne sais quoi. Là, c'est pas un objet au sens physique, mais c'est un objet au sens de ce sur quoi la pensée porte. Et Et, pour lever tout équivoque, je parle de plus en plus de dessin, mhm. D-E-S-S-E-I-N, hein, une sorte de Mhm. pensée qui motive l'action. Très bien. Alors, j'aimerais revenir avec ce que vous venez de dire en tête à propos de la disparition de l'objet, qui correspond aussi à une disparition du sujet. Et vous le dites très clairement, là, je vais vous citer, se répéter de manière lancinante qui est remise en cause la possibilité même pour le sujet d'être vrai. C'est-à-dire en mal d'objet, là, pour reprendre le titre d'un de vos chapitres, c'est-à-dire on se désagrège en quelque sorte. Et l'angoisse et ce vertige, tel que vous le décrivez, devant le vide.
Mais je veux revenir une dernière fois sur la question de la technique et je veux certainement pas que notre discussion se réduise à, par exemple, l'intelligence artificielle. Mhm. Vous avez de toute façon très bien expliqué en quoi l'inouï se rapporte de façon prioritaire, je dirais, à la crise climatique. Mais en revanche, de nombreuses caractéristiques que vous attribuez à la crise climatique, encore une fois, peuvent être associées aussi aux angoisses que les gens éprouvent par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, cette possibilité de l'impossibilité, c'est-à-dire de disparaître, est en quelque sorte promise presque par l'intelligence artificielle qui, comme vous savez, a connu un développement absolument fulgurant dans les dernières années. Et c'est pour ça qu'au début, quand vous parliez de la technique, en fait, vous parliez de la logique d'obsolescence des produits. Alors, c'est comme ça, par exemple, que les objets deviennent, on finit par jamais les appréhender puisque qu'ils sont éphémères par définition. Mais cette logique d'obsolescence, j'ai l'impression, est un phénomène propre à la société de consommation telle qu'on la connaît depuis 60-70 ans. Tandis que ce qu'on connaît aujourd'hui, avec la manière dont les machines, justement, singent, mais de manière extrêmement convaincante, nos capacités cognitives, voire spirituelles. C'est-à-dire, on peut dire à une machine, par exemple, écris-moi une lettre, je veux dire, d'amour pour tu sais, séduire quelqu'un. Les machines peuvent faire ça souvent mieux que nous-mêmes. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose comme cette disparition carrément du sujet en quelque sorte, là, qui se pointe à l'horizon. Et je rajouterais aussi le commentaire suivant. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qui, d'une certaine manière, explique cette condition d'angoissé à laquelle on fait face? Parce que la crise climatique, elle a le dernier mot. Comme vous parlez des minerais, hein, l'intelligence artificielle, je veux dire, c'est pas une création ex nihilo. Je veux dire, le cloud est dans le sol. On est d'accord avec ça. Mais en ce qui concerne l'échéance, je veux dire, les transformations que peuvent occasionner l'intelligence artificielle peuvent se manifester d'une manière spectaculaire dans les prochaines années. Ouais. Et je crois que c'est ça ici, c'est-à-dire, je reviens, et encore une fois, là, c'est la dernière remarque que je voulais Mhm. faire à propos de Mhm. l'intelligence artificielle. Je ne veux pas en faire le cœur de notre discussion, mais je voulais porter ça à votre attention et connaître votre opinion à ce sujet, Oui, entre autres. oui. Ben, je suis surtout surpris collectivement de notre manque d'imagination. Mhm. Euh, nous, nous constatons prisonniers de modèles, d'idées, de représentations, de thèmes, de débats, de fables qui euh, se répètent sans vigueur et sans coefficient différentiel, mais génération après génération. Je veux dire, nous sommes une société littéralement de remake. Je veux dire, ça le dit. Mon travail porte sur le faire. Et le remake, hein, c'est littéralement le refaire. Non, Oui, c'est très aujourd'hui, on dit. se demande pas que faire, on se demande que refaire, quoi. Bon, ça serait ça. Au Ouais. fond, ça aurait pu être un aphorisme de plus, quoi. Que refaire, quoi. Et parce que là, on refait Passe-Partout, on refait Batman, je veux dire, on refait les mêmes déclarations d'amour, on refait à peu près les mêmes luttes, avec peut-être sur le plan sociétal, effectivement, une évolution qui peut être une actualisation vigoureuse de velléités beaucoup plus timides dans le passé, avec bon, peut-être un certain nombre effectivement de créations, bon, par-ci, par-là, mais tendanciellement, il y a une incapacité à imaginer qui est terrible. Puis donc, ce qu'on appelle l'innovation renvoie finalement à des gadgets techniques qui appauvrissent le savoir-faire. Et André Gortz en parlait, hein, des des marchandises incapacitantes, hein, au sens où elles nous faisaient perdre des compétences. Quand je vois ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, je me dis, on ne fait que faire médiocrement par des machines ce qu'on aurait pu faire médiocrement soi-même. Mais c'est dire, les textes dont vous parlez sont d'une médiocrité accablante. Je veux dire, Ah il oui. y a, il y a, il y a, il y a là un appauvrissement, dire, euh,
Et je dirais manifeste. médiocre au sens que vous le dites, c'est-à-dire comme moyenne. Hein, Ouais, et puis une c'est-à-dire, moyenne, mais c'est d'une vraiment que ça soit fadeur. clair aux gens qui nous Oui, écoutent. oui, Oui. la médiocrité, en français, renvoie à ce qui est moyen, là, C'est ça. l'infériorité renvoie à ce qui est inférieur, bon, ainsi de suite. Mais oui, une sorte de production, mais moyenne, extrêmement fade. Je veux dire, moi qui suis professeur, je peux reconnaître des travaux qui sont assistés par l'informatique, voire générés entièrement par elle, et je les trouve beaucoup plus pauvres, ces textes, faibles, stupides, insignifiants, insipides, que n'importe quelle mauvaise copie pleine, je dirais, de Mm. candeur, de naïveté, de bons sentiments. Je préfère encore ça. Bon, même si c'est truffé de fautes d'orthographe, puis que c'est plein de maladresse, bon, qu'une sorte et puis, il y a même une amie là, qui s'est proposée récemment de faire écrire par des machines des textes qui seraient écrits à ma manière. Bon, une machine imitant ce que je fais. Bon. Et c'était tellement lamentable que j'ai même pas pu me sentir une seule seconde menacé par ça, si vous voulez. Et ce que j'observe aussi du point de vue de la production, c'est comment ces techniques qu'on présente comme étant de pointe, comme étant euh, comment dire, dépossédantes, hein, comme étant autonomes, ces machines-là nous appauvrissent, appauvrissent ce à quoi on était habitué. Les textes sont moins bons, les idées sont plus sottes, la pensée est plus stéréotypée. Et je regarde même du point de vue des médias. Moi, je trouve ça très bien ce que vous faites, hein. Sinon, je ne serais pas en train de discuter avec vous. Mais j'observe bien qu'aujourd'hui, l'image médiatique est devenue très laide parce qu'on travaille avec. Moi, j'ai un micro pourri, là, je vous parle. Quelqu'un qui connaît le son voit bien que mon son est pas bon, même si je m'équipe un petit peu comme tout le monde. Euh, je ne sais pas ce qu'un chef opérateur dirait de votre cadrage. Bon, puis il y a Je ne serais pas ensuite impressionné. des taouins qui font des présentations comme ça. Et puis, tout d'un coup, ils font une page de publicité dans leur émission, comme on le faisait en 1960 à Radio-Canada. Je veux dire, là, on voit Mhm. bien qu'on est dans une sorte de régression quand, bon, justement, là, mon éclairage est pourri parce que le soleil vient de se pointer. Donc, j'y avais pas pensé parce que Ça vous allait très bien, donc. je suis pas éclairagiste, quoi. Bon, mais vous voyez comment ces méthodes-là, en fait, nous font régresser. Ouais. Et ce que je disais là sur l'image, c'est simplement une métaphore, hein. Mhm. On l'observe à plein d'égards. Je dis, le journalisme n'a jamais été aussi pauvre que maintenant. Il n'y a plus d'enquête. Les journalistes sont plus cultivés du tout parce qu'ils n'ont même pas le temps de fouiller des dossiers ou de se faire une mémoire sur quelque chose. Je veux dire, le correspondant parlementaire à Québec qui était là pendant 45 ans, dire, il pouvait se donner une culture là où aujourd'hui on Mhm. voit bien que ça va plus vite. Puis bon, enfin bref. Je suis pas nostalgique, mais je suis pas dupe, quoi. C'est ça Je l'idée. comprends. Euh, et, euh, et je me rappelle aussi que, ben, je me rappelle de lecture, hein, évidemment, que Platon voyait dans le livre une menace pour la mémoire, Mhm. hein, et puis pour aussi la. L'écriture est présentée comme une technologie substitutive chez Platon, Oui, absolument. oui, Et oui. absolument. Puis même chez McLuhan, plus près de Ouais. nous, quoi. Comme étant un média qui a, ben, au fond, Ouais. ses angles morts, ses points aveugles, ses contingences, son déterminisme, ainsi de suite. Donc je dirais que si on Mhm. voit un petit peu les choses de loin, on peut voir ces babioles qui nous apparaissent comme étant aussi tout à fait dérisoires Mhm. à mes égards. Moi, le problème que j'observe, il est d'ordre psychique. Parce que ces machines-là, bon, je m'y connais pas beaucoup, là, mais j'apprenais de quelqu'un qui suit les choses plus que moi, qu'elles finissent par se cannibaliser. Parce que, bon, Mhm. on sait très bien que ce qu'on appelle abusivement l'intelligence artificielle, qui est Oui. tout simplement une computation, hein, c'est une computation, c'est pas une intelligence, justement. Dire si c'était une Non, c'est intelligence, une imitation d'intelligence, une c'est une émulation. computation, c'est-à-dire une technique computationnelle. Oui, Hein, on va dire, absolument. il n'y a pas de téléphone intelligent, OK? Il y a des téléphones computationnels. Ça compute. C'est ça que Oui. ça fait. Ça fait juste ça. Hein, ça travaille le signe sur un mode autonome,
par rapport à des modélisations, des récurrences, des standards. Mais l'intelligence n'est précisément pas ça. Parce que si ces machines-là étaient intelligentes, elles accepteraient pas de se contredire sur un même sujet selon les aléas de leur euh, construction. Bon, Mhm. enfin bref. Euh, mais c'est ça, j'apprenais récemment que ces engins computationnels que nous alimentons par nos écrits, eux, intelligents, enfin, qui ont Mhm. une part d'intelligence, là, ça n'empêche pas la bêtise, la stupidité de s'y immiscer massivement, mais il y a quand même une part d'intelligence dans tout ça. Euh, euh, nos partis pris esthétiques, nos expressions affectives, notre stylisation politique a fini par alimenter cette machine-là, qui a produit du texte, qui finit par s'en nourrir et Mhm. qui finit d'une manière incestueuse par s'informer auprès de ce qu'elle produit pour penser ce qu'il faut Ben oui. écrire et qui finit par s'imiter elle-même au point de produire des élucubrations qui deviennent flagrantes pour le commun. Bon, Mhm. là, vous voyez bien comment cette espèce de machine finit par se dévorer elle-même, se cannibaliser et devenir pitoyable, quoi. Bon, bon. Ouais, je veux pas minimiser ses torts, la menace qu'elle représente, ainsi de suite pour autant, mais si on prend un peu de hauteur, moi, je dirais que le problème, il trace le premier élément de votre question, qui est celui de la subjectivité. Et Mhm. je pense pas qu'il y a que être en mal d'objet suppose une disparition du sujet, ça suppose une angoisse du sujet, parce que l'angoisse, c'est un sujet qui continue d'être affecté, qui continue d'être, qui continue de, de se manifester en tant que ses affects. Sa velléité de penser ne se structure plus dans des formes, ne se structure plus dans des symboles, ne se structure plus dans des concepts ou dans des dessins, des objets, hein, c'est de ça sur quoi la pensée porte. Comme ça pouvait être le cas, au contraire, pour reprendre mes exemples, au moment de la chrétienté, quand on avait au moment du Moyen Âge, quand on avait la chrétienté, ou durant la modernité avec la science, ou le socialisme, ou au Québec avec le mouvement indépendantiste, quand il était social-démocrate et plus ouvert en 1970, là, tu sais, il y avait là comme des objets qui structuraient la pensée, l'agir, la façon de s'habiller, la façon de chanter, là, la façon de se tenir, de socialiser, de lire, de découper le champ des idées, ainsi de suite. C'était structurant. Bon. Mhm. Là, on n'a plus ça. On n'a plus de pensée structurante, quoi, d'objets structurants pour la pensée. Alors, alors on angoisse. Bon, Mhm. et effectivement, il y a quelque chose d'anxiogène à, à, entretenir des rapports à ce qui devrait être des objets de pensée sur un mode effréné, euh, virtuel, un petit peu comme si tout prenait l'allure des montres fondantes de Dali. Mhm. Hein, c'est un peu ça le numérique. Bon, il y a rien qui est vraiment substantiel, il y a rien qui a vraiment de valeur, il y a rien qui est vraiment tangible, il y a rien qui est vraiment durable, alors que c'est une épithète qu'on a galvaudée. Tout est un peu déliquescent. Zygmunt Bauman dit liquide. Hein, et c'est ce qui génère l'angoisse. Et bon, moi, j'essaie de voir comment on peut contribuer à passer outre l'angoisse en admettant tout de même que l'angoisse est un passage obligé dans un monde OK. comme celui-là, quoi. Parfait. Ben, écoutez, ça répond très bien à la question. J'aimerais alors peut-être passer à un autre point Mhm. et parlons un peu plus, on pourrait dire, de politique ou théorie politique, disons. Euh, En fait, bon, vous êtes le théoricien de l'extrême centre, la gouvernance. Dans la gouvernance, alors corrigez-moi si je me trompe dans ma définition ici rapide, mais ça serait le mode d'opération en quelque sorte de l'extrême centre. L'extrême centre relève davantage de la position, hein, donc de l'ensemble discursif, hein, si on veut. Donc, pardonnez-moi si dans ma question, d'ailleurs, je vais les interchanger, même parce qu'il y a une affinité entre les deux notions. Mais
c'est l'idée selon laquelle bon, la gouvernance et l'extrême centre sont les deux les produits de l'époque néolibérale qui aujourd'hui est remise en question. Alors, est-ce que ça veut dire que les transformations qu'on dit là, parfois rapidement, là, on traite de populisme dans les dernières années, est-ce que ça veut dire que celle-ci se débarrasse de la gouvernance? Certainement pas. On peut prendre l'exemple de Donald Trump hein, qui se présente comme le CEO des États-Unis, mais n'empêche que bon, il y a des modifications qui valent la peine d'être remarquées. Donc, le pouvoir politique conçu comme essentiellement l'opération de super fonctionnaires hein, et commence à être un peu délaissé au profit justement d'individus forts qui peuvent prendre en charge quelque chose comme un destin collectif, etc. Alors, on fait face à des figures hybrides aujourd'hui qui certainement gardent certaines qualités, je m'en allais dire, mais plutôt, je dirais, les défauts de la gouvernance et de l'extrême centre. N'empêche qu'à la lumière de ces transformations, est-ce que vous sentez parfois obligé de revisiter et revoir ces concepts que vous avez développés et travaillés cette dernière décennie, là? Ouais, ben dans mon, mon- mon opuscule là, qui s'intitule Politique de l'extrême centre, là, comme tous les livres, sa petite histoire. Hein, il y a une raison pour laquelle des livres sont courts, des livres sont longs, des livres sont plus théoriques, des livres sont plus polémiques. Moi, bon, je ne vais pas m'épancher ou épiloguer là-dessus, mais il reste que c'est un texte court qui pour des raisons circonstancielles, bon, la politique de l'extrême centre, où bon, je présente quand même l'extrême centre comme ayant échoué. Mhm. C'est un échec. L'extrême centre, qu'est-ce que c'était? C'était une volonté de, au fond, faire tenir autour d'un axe à peu près incontestable euh, des mouvements politiques, des formations politiques en apparence distinctes, hein, pour simuler un débat, mais en s'assurant qu'il y ait des impensés hein, et des tabous. Bon. Mhm. Je pense que la pire chose qui a pu arriver à l'extrême centre, c'est qu'elle s'unissent dans une seule formation. Mhm. Et j'ai deux exemples en tête. Le Parti libéral fédéral au Canada, à partir de 1993, qui est Mhm. devenu pratiquement, pendant une décennie, un parti unique. C'était le seul qui était transversal au Canada. C'est-à-dire qu'il n'était pas régional, alors que les autres formations politiques sont devenues régionales, bon, de gré ou de force. Et ce qu'on appelle maintenant, faute de mieux, le macronisme en France, qui Mhm. s'est appelé En Marche. Puis je sais plus, il y a tellement eu d'appellations que je les oublie, là. C'est ce qui montre bien la vanité de ce mouvement. Ça a été C'est donc presque une la sorte de... caricature de l'extrême centre, le Ben, c'est-à-dire macronisme en qu'on a ce là une moment. Ouais. synthèse de mouvements Ouais. qui devaient feindre la dialectique. Ouais. Parce que soyons honnêtes, à partir de 1983 en France, entre les socialistes puis les, 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 les gaullistes historiques, il y avait quand même quelque chose de très compatible, quoi. Puis c'est sur le plan de variante administrative qu'on pouvait se distinguer. Bon. Euh, et l'extrême centre, au fond, quand elle se présente, euh, l'extrême centre euh, défend un programme. Et défend un programme en tant que celui-ci se présente comme étant centriste, abusivement. C'est-à-dire qu'une formation d'extrême centre, un parti d'extrême centre, au sens où on parlerait Gramsci, là, un parti d'extrême centre, c'est c'est une force politique qui a les moyens d'étiqueter comme centriste un projet radical, un projet extrémiste, un projet grave, mais qui a les moyens de le présenter comme centriste, c'est-à-dire comme étant finalement le discours du sens commun, Mhm. de la raison, de la responsabilité, de l'équilibre, presque au sens là, psychologique, de l'équilibre mental, là, hein, Mhm. de la justesse, du meilleur compromis possible, du réalisme. Et tout, c'est à coup d'épithètes. Euh,
promulgués et colportés par des médias qu'on possède, qu'on contrôle, des voix officielles, des faiseurs d'opinion, en ce que euh, Edward Bernays appelait le gouvernement invisible. Hein, c'est des forces sociales, hein, à coup d'étiquettes là, qu'on peut faire passer pour normales. Hein, c'était même la revendication d'un président de ce courant-là en France la décennie précédente. Un programme qui, lui, est tout sauf naturel. C'est quoi le programme, au fond, de l'extrême centre? C'est toujours plus de dividendes pour les actionnaires, toujours plus de bénéfices pour les multinationales, toujours plus d'accès aux paradis fiscaux, un verdissement de l'écologie politique, une réduction de l'écologie politique au verdissement, une organisation de la précarisation du travail, hein, rendre le travail nécessairement précaire, c'est comme ça qu'on fait marcher les gens au pas. Euh, la libre propriété des médias, la réduction de la mission sociale de l'État, même le bannissement de la conception même de la mission sociale de l'État. Et ainsi, lorsqu'il y aura l'épisode COVID, on va parler plutôt de guerre, de couvre-feu Mhm. que de santé publique. Bon, tellement il faudra pas qu'il y ait du public. Bon, c'est quand même un discours radical qui est évidemment euh, polluant sur le plan écologique, impérialiste sur le plan des modes, parce qu'on l'impose aux pays du Sud, on l'impose partout, quoi, qui est inique socialement, qui creuse les inégalités. Donc, il y a plein de problèmes, mais il est présenté comme centriste. Bon. Et l'idée, c'était de faire tenir ce discours-là comme étant normal avec des idiots utiles aux marges, c'est-à-dire des faire-valoir, c'est-à-dire des alliés objectifs qui seraient tellement caricaturés comme extrémistes, comme furieux, comme indésirables, comme irresponsables, comme paranoïaques, tout ce que Tout vous sauf voulez. raisonnable, autrement dit. Oui. Ouais, qu'ils deviendraient des repoussoirs vers le centre. Ce serait un peu Ouais. comme les, les, les chiens qui tournent autour Mhm. du troupeau pour Mhm. s'assurer que personne ne s'égare, quoi. Une espèce de bon. Enfin, les éléments, les repoussoirs, quoi. Bon, mais assez vite, on a eu pendant un certain temps une dialectique bon, extrême droite centre, hein, au Mhm. détriment de la gauche au Canada, euh, aux États-Unis, en France, ailleurs. Bon, de telle sorte que aujourd'hui, ben, le parti d'extrême centre a fait le lit de ces forces d'extrême droite. Et elles ont quelque chose en commun. Et puis ça, c'est l'histoire. Là-dessus, on n'est pas dans de l'inouï. Là. On a quelque chose qui se Mhm. répète. Là. Qu'est-ce qui est commun? C'est que pour bien des bourgeois, pour bien des détenteurs de capitaux, pour bien des puissants, finalement, le racisme et l'impérialisme, même si on n'est pas de cette culture-là nécessairement, vaut mieux que euh, des socialistes ou des écologistes. Et ça, je veux dire, c'est exactement ce à quoi on a observé avant la Première Guerre mondiale. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, on l'a observé, ça. Il y avait énormément de gens qui préféraient finalement se frotter aux Allemands et puis faire des concessions en cas de défaite que de faire des concessions à des communistes, à des socialistes ou maintenant aujourd'hui à des écologistes. C'est parce qu'au moins... Mais je vais vous interrompre ici, Oui. parce que en fait, ça nous permet d'aller vers un autre point. Parce que oui, je veux dire, c'est une analyse bon, très intéressante, tout ça, mais à propos des socialistes ou de la gauche contemporaine, vous avez quand même des choses irrévérencieuses à dire. Je veux dire, vous Ah, avez mais quand c'est que même c'est pas les consacré. mêmes, là. C'est ça, C'est oui. Donc, pas si vous du tout les mêmes. peut-être parlez-nous un peu de votre rapport à la gauche ou peut-être si vous voulez faire un diagnostic un peu de la gauche contemporaine. En fait, vous avez consacré, je tiens à le préciser, un livre à cette Mhm. question, hein, donc gauche cannibale, droite vandale, euh, pas Oui. seulement bien sûr à la gauche et à la droite. Mais je pense que ce serait un bon moment d'en parler en Oui, fait. oui, mais Qu'est-ce qui vous fatigue en ce moment ouais, chez... puis, Ouais. puis ensuite, j'abonderai sur la question des objets de substitution parce que c'est vraiment Oui. dans ma pensée en cascade là qu'on arrive. Mais il y a des gauches là aujourd'hui, Mhm. bon, dans le sens où bon, je suis moins polémique qu'il n'en a l'air, Mhm. sauf en ce qui concerne
euh, je dirais les tartuffes. Tu sais, c'est-à-dire ceux qui, en fonction d'un plan de carrière, en fonction de calcul, vont se dire de gauche parce que d'un point de vue électoral, du point de vue du curriculum, du point de vue du parcours, enfin, c'est plutôt là qu'il faut être. Puis bon, ça c'est quand je dirais bon, vous voyez de quoi je parle là, mais je veux Ouais. dire aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est de faire en sorte qu'il y ait une dialectique à gauche. Euh, je conçois tout à fait que les termes totémiques de la gauche, historiquement, ne satisfont pas une analyse sociologique fine. Mhm. Et qu'en cela, la théorie de l'intersectionnalité est un bienfait, parce qu'elle nous permet de cesser d'être myope par rapport aux composantes de la gauche qui longtemps s'est pensée par rapport à des notions hypostatiques. Euh, le peuple, le démos, le prolétariat, c'était des façons, au fond, de penser des grands ensembles communs, hein, qui existent, certes, par rapport à toutes sortes de caractéristiques transversales, hein, puis communes, effectivement, partagées, sans pour autant qu'on doive oblitérer ben, des parcours particuliers. C'est-à-dire, l'histoire des ouvriers blancs d'Amérique puis l'histoire des Noirs n'est pas la même, tout comme l'histoire de la communauté haïtienne n'est pas la même que celle de féministes lesbiennes, quoi. Bon, c'est pas les mêmes histoires, quoi. Mais ce que j'essaie aussi de penser, c'est le fait que la prise de conscience des subjectivités ramifiées ne devrait pas non plus empêcher les causes communes. C'est que l'un et l'autre ne s'interdisent pas et qu'on soit capable de penser des liens de solidarité. Bon, mais ça là, doit se faire, au fond, par rapport à ce qui est propre à la gauche, quoi. C'est-à-dire euh, la mise en commun, Mhm. hein, des caractéristiques, des forces, des rapports de force, des dialectiques, quoi. Bon, et, euh, et le problème, c'est quand certains courants dits de gauche empruntent à l'extrême droite. Comment? En essentialisant les sujets. En disant, ben toi, si tu as telle caractéristique, ça a pu être juif il y a 100 ans, aujourd'hui, ça serait autre chose sur un plan sociétal ou identitaire. Tu as telle caractéristique, tu ne peux même pas te prononcer, réfléchir, agir, comprendre, être sensible à, parce que ta caractéristique essentiellement t'enferme dans un type. Et nous, on va toujours te rappeler à ce type-là et on va t'invalider, quoi que tu penses, quoi que tu fasses, quoi que tu dises. Si ça va jusque-là, c'est un problème. Bon. Et pour moi, ce n'est même plus la gauche, du coup. On rentre dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un fanatisme qui emprunte, au fond, à l'adversaire tellement qu'on finit par presque, pas par s'y confondre, mais par y ressembler. Mhm. Ou des tartufferies, c'est-à-dire des gens qui comprennent à un moment donné que dans l'air du temps, il y a des notions qui sont, en fond, apprendre et qui peuvent être utiles si on veut simplement, bon, abuser du voisin, du collègue, de l'ami, du frère, de la sœur. Bon, voilà, comment dire, exercer un petit pouvoir mesquin d'une heure, quoi, sur quelqu'un, quoi. Et ça peut pourrir assez vite une vie sociale. Euh, Aussi sur la question de la gauche et la droite, c'est sur quoi je travaillerais, mais ça a été fait plutôt avec Fabien Chang dans un entretien un peu comme celui-ci, là, et je ne l'ai pas encore vraiment développé, mais c'est de penser la gauche et la droite à la fois comme un réticule et comme un millefeuille, selon ce dont on parle, parce qu'il y a des gens qui peuvent être plus ou moins à gauche, voire un peu à droite, euh, selon les questions. Mhm. Est-ce qu'on est pour l'autorité ou pour une sorte de liberté débridée? Est-ce qu'on est pour la régionalisation par rapport à la centralisation? Est-ce qu'on est pour l'armée par rapport à la paix, enfin la guerre par rapport à la paix, ou en tout cas la militarisation? Est-ce que sur le plan de l'écologie, sur le plan de l'immigration, sur le plan de la fiscalité, ouais, Mhm. dire, on n'est pas comme ça axiologique, surtout, à moins d'être obéissant à une doctrine où on se ferme les yeux puis on pense en fonction de l'organon, quoi. Donc là, il y a quelque chose Mais ce qui m'apparaît, moi, plutôt clair politiquement dans le désarroi qui est le nôtre, c'est à quel point la situation angoissante dans laquelle nous sommes, parce qu'elle est inouïe, nous amène, et c'est ce que l'angoisse génère, hein, à nous vautrer dans toutes sortes
situation qui propose des objets de substitution. Alors, et là, je veux pas, je vous ai promis que je tomberais pas dans mes marottes, là. Mais juste pour Non, nous mais allez-y, oui. situer une minute dans la dynamique, c'est que bon, on sait en psychanalyse là, parce que j'ai parlé de psychanalyse tout simplement parce que le terme éco-anxiété est sur la table. Je ne l'ai pas inventé. Mhm. On en échoit parce qu'il est devenu partagé et c'est un Ouais. mauvais terme. C'est un terme qui est pertinent dans certaines circonstances, mais qui ne vaut pas de manière générique pour penser les états d'âme du commun par rapport à la situation écologique actuelle. Et donc, si on a, je passe vite là-dessus, mais si on adopte plutôt le terme d'égo-angoisse, qui renvoie à une absence d'objet, à un mal-être lié à des affects qui sont un peu à l'air libre, quoi, qui ne sont rattachés à aucun symbole, aucune idée, aucun dessin, ben forcément l'angoisse, l'angoisse, en fait, en psychanalyse, hein, est paradoxalement un mécanisme de défense face à elle-même. L'angoisse protège de l'angoisse. L'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'éprouver le malaise pour que dans l'épreuve du malaise, on cherche au moins une solution de fortune. Parce qu'on ne peut pas rester. La première chose que veut faire un angoissé, c'est réduire le taux d'excitation de l'appareil psychique. C'est ça la visite de l'appareil psychique, de toute façon, maintenir bas le taux d'excitation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va se jeter sur n'importe quoi. Et Freud s'est intéressé à l'homme au rat, l'homme au loup, qui tout d'un coup a peur des loups. Pourquoi on a peur des loups? Pas parce qu'on a peur des loups, mais parce que le loup finit par remplacer la chose qui est absente du schème. Ouais, mais il faut bien avoir peur de quelque chose pour au moins canaliser les affects. Hein, on cherche un paratonnerre, autrement dit. Mhm. Et, euh, et bien sûr que l'angoisse écologique n'a pas inventé l'extrême droite. Il y a un bassin minoritaire, marginal, de gens frustrés, racistes, furieux, haineux, qui offrent sur un plateau d'argent des paratonnerres. Genre, c'est-à-dire des objets substitutifs. Ou tout d'un coup, on va se dire, ben, notre problème, c'est un problème de civilisation. Ben, on est menacé par... Non, l'angoisse qu'on peut éprouver dans une situation de détresse comme ça se rapporte sur un objet préexistant que l'extrême droite offre et qui a en plus pour aubaine de permettre la paresse intellectuelle. Parce qu'il suffit de dire que c'est des éléments extérieurs à soi qui nous menacent, qui viennent nous corrompre, hein, et qu'il faut simplement, au fond, rejeter, refouler, bon, Ouais. pour croire qu'après tout, après cela, tout ira mieux, que finalement, c'était seulement ces boucs émissaires-là qui étaient fautifs. Mais c'est vrai aussi pour les causes identitaires qui peuvent devenir excessives, même si je crois en leur bien fondé sur un plan critique, ou encore des gadgets technologiques en ce qui concerne euh, la- l'écologie de droite, hein, qui consistera à dire que le développement durable, la géo-ingénierie, la transition énergétique, le capitalisme vert et autres gadgets technologiques allaient au fond résoudre la question environnementale. Et ça, l'hystérie de conversion permet de penser d'une manière si anecdotique que la partie vaudra pour le tout et que recycler ces 42 bouteilles de plastique chaque semaine ou se passer des pailles de plastique dans les grandes surfaces ou encore je veux dire, utiliser une voiture électrique plutôt qu'une voiture à combustion, qui est peut-être pire, réglera bon, les choses. Enfin, donc là, dès qu'on est dans les objets de substitution, c'est la même chose que par rapport à l'intelligence artificielle dont vous parliez tout à l'heure, qui est une computation destinée à rendre dépendant. Et qu'en fait, il y a une frustration, parce que ces objets-là, évidemment, de substitution, ne satisfont jamais la pensée quant à ce qui rend mal à l'aise. C'est-à-dire que bon, le vivant est Mhm. menacé. Bon, c'est pas rien, là. Bon, c'est inouï. Bon, et parce que ce n'est pas suffisant, bon, on y retourne, puis on y retourne à nouveau, et on revient toujours à la case angoisse. Bon, et le raisonnement consiste à se dire, voyons l'angoisse comme un signe de santé mentale, acceptons d'en passer, à la condition de ne pas y stationner son esprit, c'est-à-dire de se donner des objets à la hauteur des situations. Parfait. Et en fait, j'aimerais vous poser la question ici à propos, de revenir sur la question bon, de l'identitaire. Ici, parce que vous avez dit il y a quelques minutes que, bon, c'est des enjeux que vous respectez, mais
on a l'impression aussi, vous le dites, hein, c'est-à-dire, ça relève le plus souvent, j'ai l'impression selon vous, alors corrigez-moi si je me trompe, soit d'objets de substitution ou encore d'un sujet que le pouvoir, on a l'impression, nous relègue. C'est-à-dire, c'est comme si c'était vraiment des enjeux secondaires, qu'un surinvestissement, devant lequel un surinvestissement serait, j'ai l'impression, injustifiable. Ou parfois, quand je vous lis à propos de ces questions, c'est l'impression que j'en ai en tant que lecteur. Alors, j'aimerais peut-être que vous précisiez un peu cette question parce que j'ai l'impression que les 10 dernières années, s'il y a bien quelque chose qu'elles nous ont enseigné, c'est que, d'une certaine manière, la question de l'identité, autant qu'elle est exprimée à gauche, dans les identités, par exemple, marginales, minoritaires, ainsi de suite, ou à droite, c'est-à-dire dans cette espèce de nostalgie des grands ensembles, est une question qui s'avère de toute évidence cruciale. C'est-à-dire que les gens l'investissent parfois avec des débordements de violence. Je veux dire, ça sème. Et c'est pour ça que j'ai peut-être la difficulté à la réduire à cette logique d'objet de substitution. J'y vois peut-être même dans certains cas, et c'est pas, vous le faites pas comme ça, mais peut-être un geste presque condescendant où j'ai vu souvent chez des gens de gauche comme quoi, c'est-à-dire, tu sais, si on parle d'identité, par exemple, nationale, tout ça, ben, ça veut dire que c'est ça, on fait dans une espèce on dit que bon, vous êtes aliéné, etc. Et la même chose peut être dit à propos de certains gauchistes ou les gens Mhm. qui s'intéressent à l'intersectionnalité de façon tout à fait légitime, au sort des mineurs. Ben, ils vont se faire pointer par la droite comme des espèces de tarés, là, qui... Alors, si vous voulez nous Ouais. parler de ça un peu, ouais. Ben, moi, ce qui me dérange, c'est cette dichotomie-là, parce qu'entre les deux camps, parce qu'il paraît qu'il faut choisir son camp, cette Oui, injonction-là me terrifie. ça. Dans ces deux camps qui s'offrent comme un choix nécessaire à la personne qui aurait le tort de pas déjà avoir identifié son camp, il y a beaucoup de ressemblances, notamment dans les Mhm, méthodes. Et il y a beaucoup aussi d'alimentation réciproque. J'ai mhm, l'habitude de répéter que si je veux savoir quelles sont les dernières élucubrations de la droite conservatrice, ben, je lis mes amis de la gauche identitaire et sociétale. Et si je veux savoir quels sont les derniers excès de la gauche sociétale, ben, je veux voir ce que disent les aboyeurs de l'extrême droite, quoi. Bon, et puis, et donc, du coup, ils se nourrissent entre eux, ils montent en épingle toutes sortes de choses. Tout, tous les deux camps peuvent faire preuve ici ou là de velléité en ce qui concerne le bannissement, la censure, mhm, l'intimidation. Je veux dire ça, et on se nourrit très bien. Bon, moi ce qui m'a surtout intéressé là, c'est de donner une sorte de, avec plein d'autres, là, mhm, une sorte de dimension positive, un discours qui ne soit pas enfermé dans des slogans ou dans des positions crispées, bon, sur cette question-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ce qui me fait peur, c'est de voir comment des excès euh, euh, chez les sociétaux, je vais les appeler comme ça pour aller vite, servent de repoussoir à l'extrême droite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une sorte d'entre-deux, qui n'ont pas d'avis, qui n'ont pas lu, qui ne sont pas investis dans ces questions-là, pour qui elles ne sont pas importantes au sens où elles occuperaient leur esprit à tous les jours, et qui tout d'un coup voient une situation qui leur semble excessive, par exemple congédier une journaliste de longue date de CBC parce qu'elle a eu le malheur dans une réunion de travail de citer au complet le titre du livre de Pierre Vallière, bon, et qui, même après s'être excusée, puis s'être elle-même couverte de goudron et de plumes, et bon, se fait quand même virer. Et là, il y a des gens qui vont dire, mais où est-ce qu'on est? On n'est pas pour ça. Donc, puisqu'il faut choisir son camp, on est dans ouais. l'autre camp. On Bon, va à la et droite, c'est ouais. ce Ouais. mécanisme-là qui me fait peur, parce que j'estime que quand on agit comme ça, sans, euh, sans, euh, sans borne, sans mesure, eh ben on nuit à sa cause.
nuance à cause. Mais j'ai l'impression que ce mouvement que vous décrivez, c'est-à-dire des avantages beaucoup plus, on pourrait dire la gauche, encore une fois, il y a plusieurs façons Oui, d'être de gauche mais que bien la sûr, droite à l'heure parce que actuelle. la censure, parce que la droite a quand même les moyens industriels, financiers colossaux. Du moment que vous avez un Vincent Bolloré ou un Pierre-Carl Pelado qui vous soutient, vous avez pour vous une machine de guerre qu'on n'aura jamais de l'autre bord. Et du coup, la censure paraît toujours plus mal quand on est pauvre. Parce que la censure du pauvre, qu'est-ce que c'est? C'est les casseroles, c'est l'intimidation, c'est l'interposition, c'est la véhémence. Alors qu'à droite, la censure, ça peut simplement être la création de haut-parleurs qui sont tellement tonitruants qu'ils écrasent tout, hein, ou le fait de ne pas accorder une subvention ou de faire chanter, ou de dire c'est beaucoup plus subtil. Donc, effectivement, et c'est pour ça que je pense qu'il faut être d'autant plus scrupuleux que nous n'avons pas le luxe de ces erreurs qui relèvent, à mon sens, d'un certain fanatisme ou encore des tartufferies. Bon. Mhm. Et qui mettent à mal, je veux dire, au fond, le caractère pertinent et subversif de l'intersectionnalité. Si vous la pensez de manière rigoureuse, vous pouvez aller beaucoup plus loin que si vous tombez dans des excès. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben, il n'y en a plus de problème de racisme. Si le problème de racisme, c'est tel détail, ben, il n'y en a plus de problème. Tu sais, ça veut dire que pour vous, c'est ça le problème. Ben, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Non, ça fait dire à des j'essaie de rester poli, là, mais à des agitateurs publics comme Alain Vous ne Finkielkraut serez que pas les censuré ici, je féministes vous sont le des dis. mauvaises perdantes, des mauvaises gagnantes. Ah ouais, Parce ok. qu'elles ont gagné, mais elles ne savent pas s'arrêter. Parce que Ouais. ce dont elles parlent, puis on lui donne des munitions. Parce qu'on lui donne des arguments qui vont convaincre, en tout cas, le commun que, ah oui, Finkielkraut a raison, franchement, elle se plaigne que dire tel texte gouvernemental a osé dire femme plutôt que personne dotée d'un appareil reproducteur. Quoi. Bon, voilà. Bon, si c'est ça votre débat, ben là, vous outillez, Ben oui. vous envoyez des F-18 à l'adversaire, quoi. Bon, donc là, moi, ce qui m'importe surtout, au-delà, parce qu'il s'agit paradoxalement d'en parler pour arrêter d'en parler, vous voyez, ça marche vraiment pas parce que j'en reparle maintenant, mais c'est déjà de pointer le fait que la radicalité, il ne s'agit pas d'être au centre, il ne s'agit pas d'être nuancé, comme le Mhm. petit bourgeois moyen dans le beige du beige qui apprécie le beige. Il s'agit de rappeler que la radicalité exige l'exactitude. Mhm. Pour être radical, il faut être exact. Karl Marx ne disait pas n'importe quoi. Il se laissait pas aller à il avait même une façon très précise de parler de la personne du bourgeois qui étant presque une sorte de victime heureuse d'un système qui l'avale. Bon, et il avait, bon, dire, et je suis autant gêné par certains excès que je puis l'être lorsque je lis ce qui se produisait dans les courants marxistes des années 70, où là, des imbéciles, paresseux, euh, pleins d'eux-mêmes, tout d'un coup, qualifiaient de bourgeois n'importe quoi, Oui. intimidaient n'importe qui, excommuniaient n'importe quel militant pour n'importe quelle broutille afin d'asseoir un petit pouvoir. C'est Mhm. pareil. Bon, je veux dire, c'est un phénomène social qui n'est pas inouï, bon, là, mais qui est récurrent et qu'on peut associer à des précédents. Bon. Mhm. Euh, et ce travail-là porte beaucoup plus comme un enjeu qui est celui de la justesse, pour qu'on cesse de penser que être d'extrême gauche, c'est être préoccupé exclusivement par son zizi ou par la nature sous-jacente de telle expression qui pourrait vouloir dire telle chose si on se rappelait qu'il y a 48 ans, un personnage puissant a pu l'associer à quelque chose qu'on a oublié. Bon, vous voyez, on rentre dans des élucubrations qui témoignent d'une pauvreté du débat politique qu'il fallait au moins un temps nommé pour espérer en sortir et donner plus de substance à la pensée politique. Parfait, excellent. Donc j'aimerais encore une fois, qu'on passe à un autre sujet. Cette fois-ci, c'est le sujet qui va me faire paraître un peu pour le bourgeois qui apprécie les nuances, hein. Donc, je vous dis tout de suite, soyez indulgents avec moi. Je vais essayer de formuler la question suivante sans tomber dans le piège du débat optimisme-pessimisme Mhm. qui
dont vous parlez de façon expéditive, mais avec raison, d'en faire qu'un. Hein. C'est quelque chose que vous tentez de dépasser. Alors, si jamais je rentre dans le piège, tendez-le-moi. Je vous en prie. J'aimerais parler effectivement de certaines données que vous mobilisez. Bon, ça peut être le cas avec quand vous cherchez des chiffres, hein, des données climatiques, tout ça. D'ailleurs, c'est des sujets que vous maîtrisez, tout ça. Alors, je ne remets pas en cause la justesse de ces données, mais on voit qu'il y a quand même une tendance à aller chercher, comment je pourrais dire, les interprétations les plus catastrophistes, hein, à défaut là, d'avoir une autre expression. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, hein, je veux que ça soit très clair ici. Ça veut simplement dire que parmi différentes données disponibles, une diversité de données, vous avez tendance à sélectionner celles qui sidèrent davantage. Je ne vais pas parler tant des données climatiques. J'aimerais revenir en fait sur une, un ratio que vous mobilisez souvent, c'est donc, c'est moins à propos de l'environnement, davantage à propos des inégalités sociales. Hein, c'est le 20 des bénéficiaires du capitalisme versus le 80 Alors, vous le dites d'en faire que, c'est l'idée selon laquelle on est dans un système économique mondial qui bénéficie seulement 20 de la population face à un 80 qui, pour reprendre un peu votre expression, et encore une fois, reprenez-moi si je me trompe, Mhm. c'est-à-dire le 80 n'a pas vraiment fait l'expérience du capitalisme tel que vous le décrivez. Et j'aimerais en fait revenir sur ce point, non pas pour en faire un débat comptable, mais parce que selon moi, cette lecture a des implications non seulement sur la philosophie pratique, mais sur le type de diagnostic qu'on doit et peut faire à propos du statu quo là, global aujourd'hui. Alors, moi, je crois que le 20 ressemble davantage à un 40 Alors, je me base sur des recherches comme le Pew Research Center. Alors, si on prend des données un peu plus optimistes, en guillemets, comme la Banque mondiale, hein, qui a tendance à défendre de façon plus enthousiaste le statu quo, eux, ils disent que c'est 50 mais autrement dit, euh, le 20 dont vous parlez, c'est nous. Hein. C'est la classe moyenne occidentale. On pourrait se payer à crédit une nouvelle auto si on le voulait, des prolétaires avec l'argent, mais comme vous le dites, mais il y a une autre partie de la population qui appartient, on pourrait dire, au Sud global de façon générale, mais qui relève de ce qu'on appelle le middle income. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont une sécurité financière, qui ont accès quand même à des services, ils peuvent envoyer leurs enfants à des bonnes écoles. C'est-à-dire, c'est une catégorie ou une classe sociale mondiale qui s'est développée dans les dernières décennies. Et par dernière décennie, hein, ça dépend des pays. Hein, l'histoire varie énormément. On peut penser tout de suite à la Chine, hein, c'est un pays qui, dans les 30 dernières années, a vu quelque chose comme 600, 700 millions d'individus sortir de d'un état de pauvreté. On peut parler, par exemple, de l'Inde, où peut-être le développement est moins spectaculaire qu'en Chine, mais on prévoit qu'en 2030, environ 5 à 600 millions d'individus feront partie de cette classe moyenne. Évidemment, je ne veux pas dire par là que le capitalisme mondial va régler le problème de la pauvreté, loin de là. Hein, parce qu'on peut prendre des contre-exemples. Des pays comme l'Indonésie ont connu une vague de croissance économique impressionnante dans les années 2000-2010, mais là, depuis 5-6 ans, cette classe moyenne est en recul. Même chose en Turquie. On peut parler du Brésil, hein, qui ne se porte pas vraiment mieux aujourd'hui qu'en l'an 2000, par exemple. Donc, mais l'idée, c'est que en prenant le ratio, le vôtre, c'est-à-dire le 20 on a l'impression un peu que ça simplifie le portrait du Sud global, hein, où c'est un ratio presque qui, on a l'impression, est hérité des années 70, 80, comme quoi il y aurait le premier monde face au tiers-monde. Et si on prend par contre le 40 c'est-à-dire il y a des conclusions à en tirer, le régime soudainement euh, apparaît un peu moins vulnérable que le ratio que vous suggérez. C'est-à-dire, avec 40 on se dit que, bon, même si c'est minoritaire, même s'il y a une misère, une indigence qui est inacceptable et intolérable à l'échelle planétaire, ben, ça veut dire que ce système capitaliste représente quand même quelque chose d'aspirationnel pour une partie significative de la population, étant donné qu'il y a quand même une minorité qui en a bénéficié. Alors, premièrement, croyez-vous que ce type de débat en vaut la peine? Ou est-ce que vous y voyez les marques Mhm. là, encore une fois, une disposition bourgeoise aux nuances de beige? Mhm. Ou bon, pensez-vous là, vraiment que ça vaut la peine en fait d'être révisé? Et bon, est-ce qu'il y a des conséquences là, sur le diagnostic que vous faites à propos de l'époque? Non, bon, on peut complexifier, en effet.
puis expliquer aussi, bon, on peut expliquer, bon, il y a deux éléments à votre question, là. On peut expliquer le 20%, quoi, puis Mhm. deuxièmement, expliquer ce qu'il en est des perspectives les plus terribles, là. Je sais Mhm. plus quel terme vous avez employé. Ben, en ce qui concerne bon, probablement ces données-là sur le 20%, 30%, 40%, ainsi de suite, elles sont produites par des gens qui ont une idéologie. Mhm. Et moi, le 20%, il est évidemment euh, symbolique, c'est un ordre de grandeur. Parce que quand je compte, je dis 80%, 20% plus le 1% des plus riches, donc je suis rendu à 101%. Je sais que c'est pas arithmétiquement juste, mais l'idée, c'est de montrer comme ça des rapports. Mhm. Euh, le 20%, moi, si j'ai à le définir, c'est une catégorie sociale qui dépend de l'asservissement du travail d'autrui. Bon. Et la Banque mondiale peut très bien établir qu'il y a 48% des gens qui s'en sortent pas mal. Mais ne s'en sortirait-il pas mal tout de même s'il n'y avait pas le capitalisme? On ne serait pas là en train de crever la gueule ouverte s'il n'existait pas. Et euh, j'ai l'impression que le marché permet effectivement des échanges, il permet pratiquement une forme subtile de troc entre dans des catégories sociales, mettons, ou enfin des groupes, c'est pas nécessairement des catégories sociales, parce que ça peut être des groupes qui appartiennent à la même catégorie sociale, mais des groupes qui, avant lui, auraient trouvé des façons de toute façon de marchander. Trouver des bons. Et j'ai pas l'impression qu'on améliore le sort de quiconque, c'est simplement que la comptabilité capitaliste qui procède beaucoup par le produit intérieur brut, puis par différentes formes comme ça de codification marchande, arrive à ce constat-là. Mais le 20%, il est principalement occidental, mais il ne l'est pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pauvres en Amérique du Nord. C'est-à-dire, promenez-vous dans les rues pour les voir. Dire, je les considère aussi ce ne sont pas des bénéficiaires relatifs du capitalisme, là, ceux qui sont Non, non, pas du tout. soumis Ouais. aux drogues, qui ricochent dans la ville, qui errent comme ça, comme des âmes en peine. Non, puis il y a beaucoup de gens qui ont une assistance minimale, qui n'en fait pas des grands bénéficiaires non plus. Donc, je ne suis pas sociologue là-dessus, là, je n'essaie pas d'arriver avec une sorte d'évaluation quantitative juste et précise, mais considérant je veux dire, le quart-monde, hein, ce qu'on appelait le Mhm. quart-monde longtemps, c'est les pauvres des pays riches, hein, et considérant les riches des pays pauvres, là, pour le dire comme ça, avec tout un dégradé qu'on peut imaginer, euh, j'estime que c'est quand même seulement un fragment de la population qui peut vraiment bénéficier du capitalisme sur un mode relatif, c'est-à-dire relatif, ça veut dire donner au capitalisme beaucoup de son temps, de son énergie, de sa pensée, hein, de sa vie, mais par ailleurs être capable de tirer profit de ce qu'il produit. Hein, c'est-à-dire, là, je veux dire, je situe la barre là, c'est-à-dire acheter des produits tropicaux comme denrées alimentaires. Ça veut dire euh, avoir ce micro dans lequel je parle. Ça veut dire boire du café abondamment sans compter. Ça veut dire aller à Cuba ou aux Bahamas pour ses vacances. Hein. Ça veut dire tout ça. Ça veut dire Mhm. se procurer des babioles qui viennent de loin, dont on n'a pas vraiment besoin, qui sont jetables. Bon, et là, il y a, en tant que, euh, finalement, l'Occident, en grande partie, se dispute une rente. C'est-à-dire se dispute euh, une production excédentaire qui ne relève pas de son propre effort. Euh, que les statistiques nous montrent qu'on peut en Algérie, au Nigeria, en Argentine, hein, ou au Pakistan, à peu près manger, à peu près se loger, à peu près. Est-ce que ça veut dire qu'on le doit au marché? Je suis pas sûr. Est-ce que ça veut dire qu'on le doit à un travail, au fond, excédentaire, tu sais, dont on ponctionne la valeur soit en travaillant moins? Je suis pas sûr. Tu sais, je voudrais bien voir quelle est la mesure d'équivalence entre ce qu'on produit et ce qu'on obtient, quoi. Ça Mais s'explique aussi par le développement technique. Alors souvent, on entend les chantres qui disent, regardez, le taux de mortalité infantile a mhm. chuté, voyez comment le monde va bien. Non, Mais mais je le veux
finalement, bien, mais la c'est technique ça, c'est pas le me semble, capitalisme mais la en est le technique me semble responsable, jamais oui. aussi salutaire que dans le monde médical, quoique il y a des limites là Oui. aussi, mais Mhm. l'intérêt, il est plus là par rapport à cette donnée, et j'ai pas tellement voulu l'approfondir, cette donnée, quoique Oui. je pourrais là arriver à un chiffre peut-être plus sourcé, mettons, parce que de toute façon, ces données-là sont appelées à dégringoler. Hmm. Étant donné ce scénario qui m'intéresse et qui est ce qui menace cet état de fait-là, c'est ça mon propos finalement, qui est conceptuel plus que, au fond, factuel. Bon, euh, en termes de processus historique, là, euh, à savoir que l'ordre qui permet ce rapport-là est déjà lui-même, puisque rien n'est égal par ailleurs, en train d'évoluer de telle sorte que les bénéficiaires relatifs du capitalisme, qui sont des prolétaires avec de l'argent, sont menacés de se restreindre en nombre. Bon, et ça commence parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à crédit pour maintenir un niveau de vie qu'ils avaient jadis à partir de leur seul revenu. Bon. Et là, je vais revenir sur le premier élément de la question, qui est celui du pire des scénarios. Là-dessus, j'insiste et je m'inscrirai vraiment en faux. Le scénario que j'adopte est le plus optimiste, si vous voulez utiliser le terme. Bon, c'est-à-dire un réchauffement climatique pondéré, de telle sorte que nous fassions face à des catastrophes qui peuvent être affrontées. Il y a beaucoup de discours qui consistent à dire si la température moyenne de l'atmosphère est de 4 degrés en comparaison avec ce qu'il en était au moment du début de l'ère industrielle, eh bien, il n'y a plus de vie sur Terre. Bon, je veux dire, ça, c'est un scénario vraisemblable aussi, que le réchauffement climatique soit tellement terrible qu'il provoque, je veux dire, des conditions de survie euh, extrêmement difficiles. Bon, ça, c'est seul scénario, je ne l'adopte pas. Parce que il génère des attitudes cyniques du type, bon, ben, tant qu'il y a un buffet, on va taper dedans, puis après ça, au diable, au diable, il y avait après nous le déluge, bon, ou une sorte d'accablement là, qui tourne à la dépression. Mais vous Mais, y référez quand même à ce scénario. Alors, je voulais le mentionner parce qu'effectivement, là, je me rappelle plus si c'est dans Gauche cannibale ou Droite mhm. vandale, mais vous mobilisez ce type de scénario, j'ai l'impression. Donc, en effet, c'est-à-dire, mais juste pour que ça soit clair, là, Mhm. pour ceux qui vous ont lu, vous dites que, en fait, votre hypothèse de départ, c'est le scénario consensuel du 3 degrés, si j'ai bien compris. Ben, j'espérerais qu'on se rende pas là, mais en effet, effectivement, c'est un Ben, tout scénario qui semble indiquer suppose qu'il y ait malheureusement qu'on... Oui. oui, beaucoup de réfugiés climatiques, Ouais. beaucoup de soubresauts, une solastagie radicale, une transformation des paysages, une transformation des berges, une érosion des sols, ce qui met à mal l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on hypothèque les terres. Mais vous savez, comment ça se fait qu'on peut dire ça puis continuer comme si de rien n'était? On hypothèque les terres. C'est-à-dire qu'à force d'exploiter les terres sur un plan agricole comme on le fait maintenant, à la fin des courses, il ne restera plus que du sable parce qu'on épuise que la terre, on demande à la terre plus qu'elle peut donner, donc elle ne se régénère pas, ne se régénérant pas, elle s'appauvrit, puis à un moment donné, il n'y aura plus rien. Dire, aller faire pousser des légumes dans un carré de sable, là, mais ça sera ça notre avenir. Je l'invente pas, ça. La déforestation, on perd une Autriche en forêt par année. On ne peut pas se permettre ça. L'érosion des côtes, la fonte du pergélisol, les incendies de forêt, quoi. Je veux dire, et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de penser avec d'autres, vraiment pas seul, penser ce qui vient en me disant quelle est la marge d'action qui reste? Que faire? Que faire dans un contexte comme celui-là, mais aussi comment s'organiser pour que quelque chose puisse être fait. En faire en sorte que une conjoncture, une économie de la nature s'installe pour que nous puissions agir. Et, euh, et, euh, et je reviens au deuxième élément de la question là, que j'ai traité en premier lieu, là, qui était la question du 20%. Là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de dire que ce chiffre-là est un mirage, parce qu'il est de toute façon appelé à fondre.
Parce que du moment que vous devenez dépendant des très complexes circuits de distribution et de fabrication, et que ces circuits-là finissent par défaillir parce qu'il manque d'eau à Taïwan, parce que le canal de Suez n'est plus praticable, parce que pour des raisons géopolitiques ou pour des raisons techniques, hein, il n'y a plus suffisamment de gaz ou de pétrole, et que là, vos hôpitaux ne fonctionnent plus, puis votre métro est inondé, puis quoi encore? Euh, Maladie aussi, des virus qui risque de proliférer encore plus parce que la perte de biodiversité nous rend sujet à une contamination de zoonose. Bon, voilà. Si vous prenez la mesure de ça, moi, ce que j'essaie de faire, c'est qu'on ne cède pas au seul référent qui nous reste dans ces moments-là, qui est l'apocalypse, qui a, à laquelle le cinéma hollywoodien s'est abreuvé paresseusement, en présentant des scénarios absolument effrayants, quoi. Bon, Absolument paralysant. Donc, oui, on n'y c'est peut ça. rien. Oui, c'est ça. Ouais. Sidérant. Tu sais, Ouais, ouais. là, on donne dans la sidération, puis c'est excitant 2 heures, puis quand on veut vendre du popcorn puis des billets, mais c'est pas comme ça qu'on va penser. Donc là, j'essaie de développer ce que j'appelle des dessins ou des objets de pensée à la fois lucides et joyeux, gays, lucide au sens, là, je tombe dans mes marottes, là, mais lucide au sens adéquat au problème pour qu'on sorte de l'angoisse, qu'on soit capable de se dire, ben, telle notion, c'est euh, joyeux aussi dans le sens où on passe outre les appellations privatives en politique. J'en ai parlé aussi beaucoup, là, mais je me méfie maintenant, peut-être pas toujours, mais maintenant, des termes, des appellations politiques qui ont pour préfixe A, D, in, anti, ex, et qui consistent toujours à se définir par rapport à ce qu'on n'est pas, et à laisser l'adversaire définir l'objet, quoi, et simplement s'inscrire en faux par rapport à lui, enfin, se distinguer de lui et donner dans qui est à coup sûr le ressentiment. Et donc, le contraire du ressentiment, si on suit Nietzsche, qui est peut-être celui qui l'a le mieux pensé, ben c'est le gai savoir, quoi. C'est un savoir qui fait agir, qui agit en marchant, qui agit en évoluant. Et c'est pour ça qu'au fond, pour moi, l'expression faire que parlait plus que la directive léniniste du que faire, là, quoi. C'est faire que, c'est faire en sorte que on puisse penser dans ce monde-là quelque chose de stimulant. Et quand on prend la mesure, au fond de la perte de pouvoir d'achat de la classe moyenne, qui est déjà c'est une façon de parler d'un 20% qui font, là, ou d'un 30% qui font, ou d'une illusion de 40% qui révèle son caractère de mirage. Bon, quand on est face à ces moments de lucidité, hein, comme à Valence, comme à Clova, comme à Bruxelles, comme à plein d'endroits où il y a eu des crises, puis on Au s'est Québec l'année découvert passée, avec les feux de forêt, d'ailleurs. ben oui, Oui. ben Clova, c'est ça, Clova, qui Ah, est la Clova, oui, ville oui, par que la François dans le Legault a nord du Québec, abandonnée aux oui. flammes en Oui. disant cramé, on peut pas, on vous concède. Là, c'est ça. Donc là, là, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont comprendre que ben, ils ont intérêt à s'organiser par eux-mêmes. Et quand on est laissé à nous-mêmes, on est laissé à nous-mêmes là où on est. On n'est pas laissé à nous-mêmes en conjonction avec les gens de Saskatchewan, de Chine, puis d'Inde. On est laissé à nous-mêmes là où on est. Puis là, il faut réapprendre deux choses. L'entre-gens, c'est-à-dire comment on réapprend à se connaître, parce que là, on est dans des espèces de parallèles, là, pas comme Mhm. consommateur doté d'une voiture ou de moyens de, de, de vie autonome. Et deuxièmement, chérir le sol, le territoire, l'endroit dont on découvre son lien désormais de dépendance. Mais là, je vais être dépendant du territoire que j'occupe parce que je peux plus aller au Canadian Tire ou au Walmart prétendre aux objets de la consommation de masse. Ou en tout cas, moins qu'avant. C'est pas nécessairement abrupt, mais ça peut être tendanciel. Donc, j'ai peut-être intérêt à ce qu'on cesse de venir m'écœurer chez moi pour prendre les choses et les envoyer ailleurs, si moi, je peux plus prendre les choses qu'on a pris d'ailleurs en écœurant les gens là-bas. Bon, là, c'est ça l'idée.
Bon, et c'est là que la biorégion apparaît. Puis là, c'est une notion qui est Ça, constructive, quoi, ça tombe bien parce que je voulais absolument terminer sur ce thème qui est vraiment central à faire que. Juste une anecdote personnelle, hein, l'autre fois, à l'épicerie, j'avais par inadvertance acheté des bleuets du Pérou qui étaient absolument répugnants parce que je pense qu'ils ont été congelés, décongelés 14 fois. Donc, c'est un bon exemple de c'est quoi la biorégion. Pourquoi pas les prendre à 30 minutes de Montréal. Mais bon, ça, c'est Mhm. une autre histoire. Mais en fait, je voulais Pourquoi revenir. pas les prendre sur les toits de Montréal? Oui, Parce que voilà. Montréal est une C'est ça. ville qui a des toits plats, ce qui n'est pas le fait de toutes les villes. Et il y a à Montréal un potentiel pour Ouais. l'agriculture L'agriculture urbaine urbaine. qui est Ouais. évident. Mhm. Toute la majorité, je vous interromps, là, après je vous laisse finir, mais Mhm. la majorité des unités de logement à Montréal, les unités de logement typiques, Mhm. les duplex, les triplex, là, ont une surface exploitable sur un mode agraire sur les toits et ont des caves pour stocker les biens périssables l'hiver. Ben Il oui. suffirait de collectiviser les sous-sols par unité, enfin par immeuble, et collectiviser les surfaces des toits pour Mhm. déjà, à Montréal, être autonome au moins une saison par année, ce qui est déjà un C'est quart. incroyable, oui. Mais, on, mais évidemment Ouais. qu'il y a un lobby pour même pas qu'on y pense, quoi. Ben oui. Ouais. Non, 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 c'est un excellent point. Puis, c'est ça, alors je voulais parler des biorégions, juste pour prendre un Mhm. pas de recul, les biorégions, c'est très clair, vous ne présentez pas comme un genre de télos, hein? C'est-à-dire qu'il y a une marche inévitable vers les biorégions. C'est vraiment une expérience de pensée, mais qui a un corrélat empirique. C'est-à-dire, les biorégions, vous le présentez comme tel. À Clova, là, c'est l'exemple, je pense que vous citez dans une entrevue. C'est que quand l'État se désiste hein, d'une région, ben, il y a une biorégion qui se forme. Autrement dit, dans certains cas en Qui réponse aux peut se crises. Alors, former, avant oui. de passer à mes questions, est-ce que ça résume un peu Ouais. Ben, je votre dirais qu'il y a approche? un télos, et le télos, il est Ouais. annoncé, là, puis il va pas se passer sur un mode nécessairement événementiel, comme une grande Mhm. rupture, comme Foucault peut peut-être nous les faire fantasmer parfois, là, mais presque. Le télos, c'est la contraction de la géopolitique, de la mondialisation à la région. Ça, on Mhm. va progressivement ou brutalement y arriver. J'aime bien ce que disait un anthropologue là, il n'y a pas très longtemps. Il disait, nous, anthropologues, on sait quand une société va s'écrouler, on ne sait simplement pas comment. On Mhm. ne sait pas quel micro-événement. Je veux dire, c'est comme la Première Guerre mondiale, là, l'assassinat de Ferdinand déclenche. Mais ça aurait pu être n'importe Mhm. quoi. On comprenait qu'on était Ben sur oui. une poudrière. Là. Tu sais, on part de cette anecdote finalement presque, là, parce qu'on ne peut pas dire que c'était un événement susceptible, là, dans d'autres contextes, de déclencher une guerre mondiale. Bon, là, on voit Mhm. bien que, Ouais. bon, ben on est dans une situation comme ça. Là. Moi, ça m'intéresse pas du tout de jouer à Nostradamus et dire qu'à tel jour, telle heure, en fonction de tel chic-node, tout va s'écrouler. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y aura une contraction. Le déploiement infrastructurel du capitalisme mondial ne peut pas fonctionner encore longtemps parce qu'il n'a pas ces conditions de possibilité biophysiques et matérielles. Mhm. Il ne les a pas. On ne peut pas longtemps faire comme s'il y avait 3,5 planètes alors qu'il y en a une. Mhm. Bon, voilà. Et donc, il y aura un moment donné, et c'est commencé pour une majorité de gens sur la planète, qui soient 60, 70, 80, 85, c'est commencé. Il y a plein de gens qui savent, ne dépendent que d'eux-mêmes, doivent aller chercher de l'eau à 2 kilomètres de chez eux, prendre du charbon de bois pour se chauffer, pour chauffer les aliments, ainsi de suite. Donc, il y a toute une synergie locale, et, bon an, mal an, qui est souvent précaire, là, qui existe par la force des choses, puis on va y arriver. Bon, et puis la biorégion, c'est un concept qui, lui, n'est pas un télos, qui n'est pas un impératif historique, mais qui est une réaction politique possible à un impératif historique et cette contraction-là vers la région pour éviter le fascisme. Mhm. Pour Et, éviter, au parlons de fond, fascisme. Donc, hmm? parlons de fascisme, Oui. en fait, parce que c'est un peu ça ma question ici. Est-ce que cette réponse possible, telle que vous la décrivez, pourrait coexister c'est-à-dire coexiste à l'heure actuelle de façon peut-être gênée ou fragile avec d'autres réponses qui sont en train de se développer? Alors, je veux dire, il y en a Oui, mais plusieurs. Hein. Donc, j'étais tombé sur le livre de Yanis Varoufakis récemment sur le techno-féodalisme. On est dans une tangente et une tendance qui est antinomique avec les biorégions.
Si on parle ici, on reste dans le devoir-être, hein, dans le normatif, c'est-à-dire quel monde devrait-on, ou quelle structure devrait-on envisager pour gérer la crise? Bon, certaines personnes pourraient dire qu'en fait, Oui, d'une certaine manière, il faudrait des institutions internationales même, dotées de mordants pour intervenir. Alors, si vous pouvez parler de cette ouais, ça c'est un coexistence projet du fragile. 20e siècle, là, on n'a pas Oui. les conditions. Mais Non, en fait, non, ce qui, j'y ce qui crois pas m'intéresse, non plus, mais ouais. Mais c'est ça. reprenons Oui, cette idée du télos, là, oui. il m'apparaît très clair que la notion de biorégion, puis la perspective biorégionale, n'a rien d'hégelien. Si on entend par l'hégélianisme le fait pour une structure d'avaler les structures antérieures, de les digérer, de les synthétiser en autre chose, puis de devenir tout autrement euh, Mhm. euh, euh, pour les structures politiques, là. Il s'agit au contraire d'une cohabitation, d'un millefeuille de forces parfois antinomiques, qui peuvent être parfois aussi coopératives. Mais ce qui me semble clair, c'est qu'on va passer à travers un moment de l'histoire, que j'ai tendance à appeler le sale quart d'heure universel, un moment de l'histoire où nous serons politiquement en situation de déréliction. Hein, tout d'un coup, nous nous découvrirons abandonnés des pouvoirs et du mythe bien namoché là, de l'État-providence, là, tu sais, pour rester dans la métaphore théologique. Bon, donc on va découvrir que ben, pendant un temps, à certains égards, parce qu'il y a des pluies de verglas, parce qu'il y a des incendies de forêt, parce qu'il y a des inondations, parce qu'il y a des épidémies, parce qu'il y a je ne sais quoi, on va découvrir que là, on est laissé à nous-mêmes et il y aura, comme souvent, dans le désarroi, la panique, ben, des forts en gueule qui vont vociférer pour rameuter des gens, une garde rapprochée, qui seront opposés à tous les autres et qui vont entretenir un climat de guerre civile, par exemple, c'est possible, ou une avant-garde qui aura pensé la biorégion et qui saura parler de façon à favoriser la solidarité le, le rapport sain au territoire, une intégration de l'activité humaine au territoire de façon à ce que la géopolitique soit autant géographique que politique et non pas appliquée à la géographie, quoi. Enfin, imprimée sur la géographie. Et, euh, et ça pourra se passer sur le mode d'un millefeuille. Mhm. C'est-à-dire qu'autant il va y avoir cette strate-là qui devra s'organiser sur un mode autonome parce qu'on sera laissé à soi-même. C'est le contraire du séparatisme, là. C'est que là, tout d'un coup, on est en situation de déréliction, puis il faut apprendre à s'organiser parce que on est plus investi par les pouvoirs centraux. C'est plus facile pour moi de l'imaginer que dans un grand centre parce que je suis au bout du monde. Et au bout du monde, on le sent déjà, ça, cette vulnérabilité-là, cette nécessité hein, Mhm. autonome. Bon, et puis nous sommes plusieurs à être dans un bout du monde, hein. Il n'y en a pas qu'un. Bon, il y a beaucoup de bouts du monde, puis il y a des nombris, des centres, quoi, qui sont sûrs que tout doit leur parvenir sur un mode concentré. Bon, ben, tout ça va vaciller. Bon, il va y avoir des centres. Bon, et, et donc, à travers ce processus-là, ben, se développeront des biorégions qui auront, je l'espère, des relations diplomatiques interbiorégionales. Mhm. Tout simplement parce que par la force des choses, on fera plus venir des raisins de l'Afrique du Sud, puis des amandes de la Californie, c'est tout. Hein, puis du café du Guatemala, c'est tout. Ça ne se pourra plus. Donc, il va falloir réapprendre à s'organiser, pas seulement selon des savoirs anciens, mais des savoirs nouveaux aussi, la permaculture, l'architecture. Il y a différentes méthodes maintenant pour penser même la voirie, penser l'énergie. Il y a des nouveautés, là. On n'a pas besoin de revenir au 18e siècle, là. Bon, donc il y aura. Bon, et puis il faut le penser d'avance. Et moi, je milite pas pour convertir tout le monde, je m'en moque pas mal, là. Je vois bien quand j'entre dans un centre commercial que la bataille est perdue d'avance, là, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une avant-garde. Ouais. C'est-à-dire des gens suffisamment intenses, suffisamment renseignés, suffisamment formés pour être capables d'intervenir le jour où il y aura une écoute. Parce que par la force des choses, il y en aura une. Et que ce sera des gens capables de supplanter en pertinence les forts en gueule, comme il y en a un chez nos voisins du Sud, là, Ah oui, vous qui avez remarqué? sont, sont plus arrogants qu'intelligents, quoi. Ouais. Ouais.
Ouais, ben, écoutez, Alain Deneau, c'était vraiment un plaisir. Pour ce qui concerne les espèces de questions, les commentaires, les remarques, j'ai fait le tour. On s'était promis environ 1 heure et demie. Je crois qu'on l'a excédé de quelques minutes, mais j'espère que ça ira. C'est plaisant. Oui, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup ce type d'échange qui est singulier, justement. C'est vers une politique de la singularité qu'on s'oriente. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et peut-être un dernier point, en fait, est-ce que vous travaillez, je sais que c'est un peu précoce pour vous poser la question, est-ce que vous travaillez sur un autre livre? Euh, je travaille là, pour l'instant à des textes courts. Et c'est souvent un texte court qui peut mener un texte plus long à J'imagine, sa ouais. propre surprise. Euh, mais, euh, mais je travaille aussi. Je travaille à cela, puis je m'emploie aussi, ou je me mets en situation aussi euh, davantage de contempler le territoire, puis de mieux connaître les espèces qui constituent ma biorégion, comprendre son territoire, comprendre les bassins versants, comprendre d'où vient l'eau, quelles espèces y habitent, quelles sont les plantes indigènes. Il est temps aussi davantage que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant que je prêche par l'exemple. C'est très bien. Sur ce, je crois que c'est une belle façon de finir et je vous souhaite joyeuses fêtes aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Alain Deneau. Au revoir. Bon.